Philippe Duc, vous êtes critique littéraire, critique cinéma, et c'est pour cette raison qu'on vient vous voir aujourd'hui. Merci d'ailleurs de nous recevoir. Vous venez d'éditer aux éditions Odaïsa un recueil de vos chroniques cinématographiques des années 60 que vous avez donné à la nation française. Et le titre nous a attirés puisqu'il s'agit d'Au temps de la nouvelle vague. Vous avez dédié votre livre à Alexandre Astruc qui nous a quittés récemment. Est-ce que vous pourriez évoquer pour nos spectateurs la figure d'Alexandre Astruc? Oui, le malheureux Alexandre a été incinéré hier au Père-Lachaise, hier matin. Nous n'étions pas très nombreux, il y avait le dernier carré des vieux amis, Jean Boucher, Noël Simsolo, Guy Seligman, moi-même. Une scénariste qui a été très connue en son temps, qui était Annette Vadement, qui était la scénariste de Jacques Becker pour ses comédies surtout. Une monteuse qui a eu un nom dans son génération aussi, qui était Denise de Casabianca, qui était une grande monteuse. Et puis, mon Dieu, c'est à peu près tout. Et j'en profite pour souligner le silence scandaleux qui a accompagné la disparition d'Alexandre, vu l'importance qu'il avait eue de son vivant et du temps où il travaillait et même après. C'est scandaleux, hein, alors que la presse, les médias, le ministère de la Culture font un tapage du diable pour la disparition du moins de petits chanteurs de rock ou d'une goualeuse de la télévision. Là, rien. À part le Figaro, qui est le seul grand journal qui en ait parlé, ni Le Monde, ni les magazines importants, tout le monde a fait comme si Alexandre n'avait jamais existé. Alors, je vais en profiter pour rappeler l'importance qu'il a eue de son vivant. Il a eu d'ailleurs une double importance comme écrivain, puisque c'est comme ça qu'il avait commencé, avant de reprendre beaucoup plus tard. Et il a eu par exemple le prix Roger Nimier, qui n'est pas donné à tout le monde quand même, comme écrivain. Comme cinéaste, dès son premier film, il était prix Louis Delluc, hein, et le prix Delluc le plus jeune de l'époque. Il a dû l'avoir pour le Rideau cramoisi, il avait 27 ou 28 ans. Donc c'est peut-être pas le premier venu quand même. Alors, Alexandre s'était fait connaître avant d'avoir rien fait, je dirais, à la grande époque de Saint-Germain-des-Prés, mais la première grande époque Saint-Germain-des-Prés. Qu'est-ce que vous entendez par la première période de Saint-Germain-des-Prés? Je ne savais pas qu'il y avait des périodes. Ah si. La période avant que ça devienne un phénomène touristique et médiatique, c'est-à-dire l'époque où le Café de Flore était le refuge de Sartre, Simone de Beauvoir, Camus et autres, qui s'y retrouvaient souvent pendant la guerre, même pour écrire leurs livres, parce que l'endroit était chauffé, ce qui n'était pas le cas chez eux. Et puis ensuite, c'est l'époque des caves d'après-guerre, avec la redécouverte du jazz. Hein, le Tabou, le Lorientais, le Vieux Colombier, l'orchestre de Claude Luther et Sidney Bechet, enfin, c'est ça, voilà. Et il y avait, pour animer Cartier et tout ce petit milieu, une bande assez remuante, assez joyeuse, dont faisait partie une fille brune qu'on remarquait parce qu'elle était assez belle, qui s'appelait Juliette Gréco, oui, et qui était là, qui ne faisait rien d'autre qu'être là. Des garçons comme Marc Delnitz, qui ensuite est devenu un peu comédien, animateur de club, enfin des choses comme ça. Et mon ami Alexandre Astruc, il avait pour petite amie Anne-Marie Casalis, qui était la meilleure amie de Gréco, et qui était elle-même jeune poétesse à l'époque. Enfin, tout ce petit monde, moitié littérature, moitié cinéma, moitié théâtre, était, je répète, connu avant d'avoir rien fait. Hein. Et pour Alexandre, ça s'est redoublé. Il a commencé à donner des articles de cinéma très tôt pendant la guerre, mais dans des revues clandestines ou à peu près, donc ça on ne les connaît pas, sauf dans le recueil qu'on en a fait après. Mais
dès 1945, il collabore à l'Écran français, qui est le grand hebdomadaire cinématographique de l'époque, dirigé par une bande d'écrivains et de journalistes qui étaient tous communistes ou très proches du parti, sauf 3 ou 4 sympathiques jeunes Turcs, dont mon ami Alexandre, dont un autre grand ami qui est Jean-Charles Takela, qui est devenu cinéaste après aussi, dont Roger Théron, qui est devenu le directeur de Paris Match parce que lui a bifurqué. Et tout ce petit monde donc animait l'Écran français, qui était le meilleur hebdo de cinéma entre 45 et 50 et quelques, où les jeunes Turcs sont partis parce que le journal devenait purement stalinien. À propos de l'Écran français, Alexandre Astruc, vous parlez de jeunes Turcs. Il s'affirme par la singularité, l'originalité de son regard sur le cinéma dans l'Écran français. Oui, alors, c'est là qu'il a publié son fameux texte historique qui est devenu une sorte de manifeste pour les jeunes cinéastes, La caméra stylo. La formule est là, c'était le titre de l'article. La caméra stylo, et il développait l'idée que les cinéastes devaient utiliser la caméra comme l'écrivain écrivait son stylo, avec la même liberté d'expression, de pensée, et en ignorant superbement les contraintes techniques, ce qui à l'époque n'était pas facile vu les matériels dont on disposait. Et l'idée avait été plus ou moins lancée, mais sans être formulée sous cette forme, par Jean Cocteau, qui préconisait beaucoup le recours au 16 mm. Et d'ailleurs, qui était d'un maniement plus facile quand même, qui demandait moins d'accessoires et de matériel. Alexandre a commencé par 2 films en 16 mm, totalement mythiques aujourd'hui et qu'ils resteront parce qu'il les a perdus. Je demandais où ils étaient. Il a fini par m'avouer que le premier avait été jeté par une femme de ménage et le second était resté dans la cave du Vieux Colombier où ça avait été tourné, dont le directeur avait été mis en faillite et s'était perdu dans la faillite. Et alors pour le second, qui s'appelle Ulysse ou les mauvaises rencontres, et là c'est très dommage parce qu'il y avait une distribution qui aujourd'hui serait formidable. Il y avait Jean Cocteau, il y avait Christian Bérard, il y avait Jean Genet, il y avait Alexandre lui-même, Gréco et Anne-Marie Casalis, les 2 inséparables. Il y avait, je ne sais pas, enfin un générique phénoménal. Malheureusement, ce 16 mm perdu, disparu, voilà. Et alors, donc, la caméra stylo a eu tout de suite un retentissement extraordinaire. Et le lendemain, Raymond Queneau, qui était une des grandes figures du Saint-Germain de l'époque, du premier Saint-Germain, proche de Sartre et des autres, pour la petite histoire, dans le Ulysse ou les mauvaises rencontres, il y avait aussi Boris Vian, qui faisait un cyclope, peut-être, ou quelque chose comme ça, enfin, je ne sais plus. Raymond Queneau téléphone à Alexandre et lui dit « Mon jeune Alexandre, maintenant vous n'avez plus besoin de rien faire d'autre, vous êtes célèbre. Après un article pareil et le titre que vous avez trouvé, votre fortune est faite, vous pouvez vous reposer les bras croisés. » Bon, mais Alexandre n'avait pas l'intention de se reposer et de se croiser les bras. Et il a continué donc à écrire des articles sur le cinéma d'abord. On le retrouve dans les tout premiers articles des Cahiers du cinéma, aux côtés de Bazin, de Doniol-Valcroze. Rappelez juste la date de fondation des Cahiers du cinéma. Le mois et la semaine, je ne me rappelle pas, mais c'est 1951. Ça a dû vers la rentrée, je dirais septembre-octobre 51, ou quelque chose comme ça. Et ça tombait à pic, parce que comme je vous le disais, l'Écran français étant devenu purement stalinien, on avait cessé de le lire. Et les jeunes Turcs de l'Écran, et surtout Alexandre, se sont retrouvés au Cahier du cinéma, aux côtés d'André Bazin, donc de Pierre Cast, de Doniol-Valcroze, et quelques autres. Chris Marker aussi, qui écrivait dans la revue à ce moment-là. Il a écrit quelques années. Et puis, ce qui l'intéressait, c'était le cinéma.
Et c'est là qu'il a réussi à tourner son premier film, considéré comme long métrage, mais qui en réalité est un moyen métrage de 50 minutes à peu près, Le Rideau cramoisi, d'après la nouvelle de Barbey d'Aurevilly, avec une exigence qu'il avait formulée qui a beaucoup compliqué les choses. Avant d'être cinéaste, il était cinéphile et il avait gardé un souvenir ébloui de tous les films qu'il avait vus avant la guerre, et notamment Quai des Brumes de Carnet. Et Quai des Brumes, il avait noté le nom du chef opérateur qui était Eugène Schuftan, qui était un émigré allemand qui ensuite était passé à Hollywood. Et il a dit, moi pour éclairer mon film, je veux Schuftan et personne d'autre. Et il l'a eu. Ce qui n'a pas été facile parce que la CGT était toute puissante. Le syndicat des techniciens du film, c'était la CGT, et déjà bloquait les grands projets. Et comme Schuftan n'avait pas sa carte professionnelle délivrée par le syndicat des techniciens, bref, il a fallu parlementer, discuter. Et Alexandre, qui était l'obstination même, a obtenu d'avoir Schuftan comme chef opérateur, d'où la photo superbe du Rideau cramoisi, qui est devenu un classique maintenant. C'est pour ça qu'après ces débuts déjà mémorables, et ce premier film, c'est Le Rideau cramoisi, qui a eu donc le prix des Luc pour ce premier film. Je trouve que l'ignorance qu'on a manifestée vis-à-vis de l'œuvre d'Alexandre est vraiment scandaleuse. Justement, à propos de cette œuvre, est-ce qu'Alexandre Astruc s'inscrit dans la tradition du cinéma, vous parliez de Quai des Brumes, du cinéma français classique, on va dire, des années 30, ou est-ce qu'il apporte vraiment un souffle nouveau, il a une originalité, et qu'il rompt avec certaines... Alors, Alexandre, comment dire, est un classique moderne ou un moderne classique, hein. Il est les deux choses à la fois. Le Rideau cramoisi, comme vous le voyez aujourd'hui, a l'air d'un film parfaitement classique qui aurait pu être tourné tel quel 10 ans avant. Un des dieux cinématographiques d'Alexandre, c'était Murnau, le grand Allemand du muet, puisqu'il est mort au début du parlant. Friedrich Wilhelm Murnau était l'admiration principale d'Alexandre, notamment pour l'Aurore, le film qu'il a fait à Hollywood peu avant de mourir, et avant ça, Nosferatu et des tas d'autres. Et s'il y a une influence sur le Rideau cramoisi, c'est celle de Murnau et de son cinéma datant du muet. Hein. Alexandre est un pur produit de la Cinémathèque française de Langlois. Donc, comme toute cette génération et la suivante, il avait commencé par apprendre tous ces classiques sur place et il les connaissait sur le bout du doigt. Alors là, nous avons affaire à un Astruc classique. Deuxième long métrage, Les mauvaises rencontres, où il reprend le titre du film disparu, rien à voir avec, c'est tiré d'un roman de Cécile Saint-Laurent, c'est-à-dire Jacques Laurent, qui était un grand ami à lui, enfin un ami à lui, pas un grand ami, enfin. Et le film est l'adaptation d'une Sacrée salade, c'est le titre du roman de Laurent, avec la même interprète féminine qu'Anouk Aimée, qui était superbe dans ces années-là. Alors là, il tourne tout à fait différemment, c'est beaucoup moins classique que Le Rideau cramoisi. Il a des moyens de production importants et on sent très bien qu'il a subi l'influence d'Orson Welles, hein, qui pour toute cette génération a été la grande découverte de l'après-guerre. Hein, la sortie de Citizen Kane en 1946, il était 1946 je crois, a été un des événements majeurs de l'époque en matière de cinéma. Donc là, on sent l'influence de Welles, presque le pastiche, hein, dans certaines scènes, avec d'abord des décors avec des plafonds, hein, qui n'était pas une nouveauté véritable. Tous les films muets ou presque, les décors avaient des plafonds. Si on avait supprimé les plafonds dans les années 30, c'était pour pouvoir que le perchman puisse mettre sa prise de son au bon endroit.
Mais bon, là, le problème était résolu, donc on retourne au plafond. Et quand on a vu Citizen Kane, on s'est dit mais c'est formidable, ces décors, où les personnages sont écrasés par une fatalité que le plafond signifie admirablement. Il faut des plafonds. Et alors on commence à mettre des plafonds un peu partout, enfin du moins ceux qui connaissaient Wells, qui l'avaient bien étudié, ce qui était le cas de mon ami Alexandre. En 50, le premier bon livre sur Orson Welles, c'est André Bazin qui l'avait publié. C'est un petit livre, mais où il y a des pages que moi j'ai su par cœur ou à peu près, sur la profondeur de champ, sur le plan séquence, et tout ça est appliqué par les jeunes cinéastes comme Astruc à ce moment-là. Et puis, autre innovation assez rare encore dans le cinéma français à l'époque, l'utilisation de la grue. Hein. Il y a dans les mauvaises rencontres des mouvements de grue de toute beauté, hein, qui sont dignes de Preminger ou d'Orson Welles. Hein. D'ailleurs, c'est les mêmes. Et Les mauvaises rencontres, qui est un film sur lequel Truffaut a déliré. Hein. Dans son livre Les films de ma vie, il a repris le texte qu'il avait écrit sur les mauvaises rencontres et sans rien y changer. C'est un film qu'aujourd'hui les bons esprits considèrent comme vieillot, dépassé, démodé. Bon, moi j'y reste fidèle. Il y a quelques années, à la sortie d'un de mes livres qui avait eu un prix, mes amis m'ont dit on va te faire une soirée d'hommage, tu choisis les films que tu as envie de voir et envie de montrer. Alors, j'avais choisi un certain nombre d'extraits, et bien entendu, il y avait la séquence qui m'avait le plus frappé dans Les mauvaises rencontres, qui est une séquence entièrement filmée à la grue, où les personnages viennent du fond du décor, montent un escalier, s'arrêtent au milieu de l'escalier parce que l'un monte et l'autre descend, et entament une discussion qui tourne à l'aigre, ils reprennent leur mouvement chacun en sens inverse. C'est aussi beau que La splendeur des Amberson, hein, où il y a des scènes pareilles, et d'ailleurs Alexandre m'a avoué qu'en tournant celle-là, bien après, il m'a dit qu'il avait pensé à la scène de l'escalier de La splendeur des Amberson, mais bon, à part quelques cinéphiles, personne ne s'en est aperçu, et à sa manière, c'était aussi réussi. Alors le film a été présenté à Venise, où il était assez mal accueilli. C'est probablement celui de ces films qui est le plus nouvelle vague, mais une nouvelle vague riche, hein, avec des décors de Max Louis, qui à l'époque était quand même ce qu'on pouvait faire de mieux en France avec Troner. Et puis, je ne me rappelle plus qui avait fait la photo, mais c'était plus Schuftan, cette fois-là c'était peut-être Kelber, ou enfin un grand aussi de l'époque. Mais le film n'a pas eu un succès commercial. Hein, phénomène classique, après un premier succès où la critique s'emballe, découvre, prix des Luc. Deuxième film, descendu par la moitié de la critique, disant quelle déception. Et du coup, le public n'a pas suivi. Anouk Aimée n'était pas une vedette très commerciale, surtout à l'époque. Hein. Elle est devenue après grâce à Fellini. Bref, le film n'a pas très bien marché et Alexandre a eu du mal à en faire d'autres. Mais enfin, il a eu la chance de rencontrer un producteur, ou plutôt une productrice, qui était la femme de Robert Dorfman, grand producteur de l'époque, et qui elle-même produisait ses films, et a eu un coup de foudre pour Alexandre, ou pour son cinéma, ou pour les deux, je crois d'ailleurs, et a décidé de produire un grand film avec lui. Et ça a été Une vie, d'après Maupassant, qui est son seul film en couleur, oui, pour le cinéma, oui. Une vie, avec une photo sublime de Claude Renoir, cette fois, sur des paysages normands, plein de fleurs, très colorés, et une grande vedette internationale qui était Maria Schell, que moi je n'aimais pas beaucoup, mais qui était vraiment au top niveau, hein, à l'époque. La preuve, c'est qu'ensuite elle est allée directement à Hollywood.
Il y avait Antonella Lualdi qui était une des vedettes italiennes qui montait beaucoup. Et il y avait comme vedette masculine Christian Marquand, qui était en train de devenir une grande vedette du cinéma français et qui était un grand ami d'Alexandre. Et Une vie a été, je ne sais plus quel festival, alors là pour le coup ça a marché. Il y avait Maupassant, il y avait Claude Renoir, le film était bien reçu. Donc la carrière d'Alexandre a rebondi et il a choisi ensuite de faire un film d'après un sujet écrit par Françoise Sagan. C'est la grande époque Sagan, hein. Elle est en plein à la mode, elle a publié ses 3 ou 4 premiers romans, donc elle lui écrit un scénario qui s'appelle La plaie et le couteau. C'est un vers de Baudelaire, hein. Je ne l'ai plus en tête, enfin voilà. Et puis, bon, le film a traîné, le scénario s'est modifié, Sagan s'est retiré, elle n'apparaît pas au générique du film. Enfin, Alexandre m'a dit, c'est quand même son scénario, pour l'essentiel. Le film était en noir et blanc, assez austère, un film intimiste, avec un couple qui fonctionnait plus ou moins bien. La fille était Annie Girardot, et moi j'ai toujours pensé que c'était une erreur. C'était pas une actrice comme elle qu'il aurait fallu, mais de nouveau quelqu'un comme Anouk Aimée. La Girardot, elle est très comédie française, hein. C'est de là qu'elle venait à l'époque, et c'est un peu gênant. Alors c'est un film très beau, sur lequel j'ai écrit un article enthousiaste qu'on retrouvera dans ce livre que je viens de publier. Et le film s'appelle La proie pour l'ombre. C'est pas un des grands succès d'Alexandre, malheureusement, mais il y a notamment une scène magnifique où les héros et l'héroïne se retrouvent dans un auditorium où l'on est en train d'enregistrer une cantate de Bach. Et alors on assiste. Et alors, je ne sais plus quelle est la grande cantatrice allemande qui chante Bach. C'est peut-être Teresa Stichrandal ou quelqu'un comme ça. Enfin, ou peut-être Elisabeth Schwarzkopf, tout simplement. C'est sublime. Hein. Là, il y a, grâce à Bach, vraiment, ça enlève tout le film. Et la scène est magnifique. Mais le scénario, il y avait des trous quand même. Et la suite du film était moins bonne. Ça n'a pas été un succès. Après quoi, Alexandre trouve quand même un producteur pour le film suivant, L'éducation sentimentale. Encore une adaptation littéraire. Il y a un rapport très fort de littérature française, classique en l'occurrence. Ah oui, mais... Barbé d'Aurevilly, Maupassant, Flaubert, c'est vraiment les monuments. Oui, il y a une continuité logique là-dedans. Et tout de même, c'est une transposition moderne. Hein. Le film doit dater de 60... si, je sais très bien, il date de 62, parce que l'adaptation, elle a été écrite par Roger Nimier. Et moi, j'ai vu le film qui sortait au Publicis le jour où on apprenait la mort de Nimier. Hein. Ce qui fait que... Nimier pour moi était très important, je l'ai un peu connu, je savais tous ses livres à peu près par cœur. Pour moi c'était le contemporain capital, comme disait l'autre. Je vais au Publicis, à la porte du Publicis il y avait un type qui vendait François, et grand titre sur François, l'écrivain Roger Nimier se tue sur l'autoroute de l'Ouest. Je dois dire, j'ai vu le film dans une ambiance un peu trouble, hein, et en pensant à autre chose. Je l'ai revu après. C'est un film qui, à mon avis, tient très bien le coup. La première chose à faire, c'est d'oublier Flaubert. Moi, ça ne me gêne pas du tout, je n'aime pas Flaubert. sauf vous voir Pécuchet, que je trouve très drôle. Je déteste Madame Bovary. L'éducation sentimentale, on m'a persuadé que c'était le chef-d'œuvre de Flaubert qu'il fallait admirer avant tout. Je l'ai lu 3 ou 4 fois à intervalles espacés. Oui, aujourd'hui je viens de lire 4 fois. Non, rien à faire. J'ai jamais mordu à l'éducation sentimentale.
ni à Flaubert, sauf Bouvard et Pécuchet. Donc, transposition moderne de l'éducation, écrite par Nimier avec des dialogues éblouissants comme les quelques dialogues qu'il a fait pour le cinéma. Une jeune actrice que j'adorais à l'époque, qui n'était pas du tout le personnage, mais ça faisait rien, hein, moi je n'avais Dieu que pour elle, c'est Marie-Josée Natt, qui était une brunette. Qui est ancienne chanteuse d'ailleurs aussi. Il me semble, Marie-Josée Natt avait commencé aussi. Non, c'est pas elle. Non, je vois qu'il veut vous penser à une autre Marie-Josée, mais non, Marie-Josée Natt était une jeune actrice qui venait du cinéma. Hein. Elle avait suivi peut-être le cours René Simon ou quelque chose comme ça, comme toutes les filles de cette époque. Moi, je l'ai bien connue après, 15 ans après, quand j'étais au CNC. Mais là, moi, il me suffisait de voir Marie-Josée Natt apparaître à l'écran et j'étais heureux. Hein. Elle avait comme partenaire Jean-Claude Brialy, qui n'était pas du tout non plus le personnage de Frédéric Moreau, je trouve. Moi, je déteste pas Brialy comme acteur, et au fond, quand il cabotine un peu, je l'aime bien. Et là, c'est un Brialy sobre, qui se retient, Alexandre était un cinéaste très rigide, hein, et son style est toujours très retenu, très sobre, très contenu, et les acteurs, ils les retenaient la bride très serrée. Et là, Brialy ne pouvait pas faire du Brialy, donc il joue comme, disons, comme aurait fait Gérard Philippe 10 ans plus tôt. Philippe Duc, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention sur Astruc, tout ce que vous dites sur Astruc, et l'impression que j'ai, c'est la suivante. J'ai le sentiment que cet homme est un mal-aimé. Peut-être est-ce dû au fait qu'on... parce qu'il y a aussi les revues. Les revues étaient assez sectaires, il faut aussi le dire. D'autre part, il a commencé avant que la nouvelle vague arrive, réellement. Probablement a-t-il eu des problèmes de budget, c'est possible. Et on ne peut pas dire qu'il a été... Alors peut-être qu'il y a aussi le fait que une certaine catégorie de cinéphiles était fascinée par le cinéma américain, de façon parfois un petit peu outrancière, et que Astruc, on le considérait comme une sorte d'Orson Welles français, mais il y en avait qui préféraient Orson Welles qu'à, disons, Astruc. Enfin bref, il a eu de la malchance, je crois, et peut-être jusqu'à la fin, parce que si je me souviens bien, je crois que c'est le dernier film d'Astruc, avait été écrit par Jean Curtelin, je crois, si je me souviens bien, et ça n'a pas été... L'avant-dernier, je crois. Ou l'avant-dernier. Écoutez, Astruc mal aimé et Astruc malchanceux, vous avez doublement raison. Après les derniers dont nous avons parlé, Éducation sentimentale, il a fait La Longue Marche, qui est un film de résistance dans les Cévennes, qui est un de ses meilleurs. Hein. Moi, je l'ai revu récemment, c'est un film tout à fait remarquable, avec des extérieurs magnifiques, filmés comme les paysages d'Anthony Mann. Et je lui avais dit, Alexandre, on se croirait dans un film d'Anthony Mann. Il dit, ah, vous avez vu ça, c'est formidable. C'était exactement ce que je voulais faire. Donc, le film était magnifique, malheureusement, ça a été un four noir. Et malheureusement, c'est un film qui avait été cher. Il y avait 3 vedettes masculines qui étaient Trintignant, Robert Hossein et Maurice Ronet. Hein, donc c'était une belle affiche. Eh bien, le film n'a pas marché. Il est passé à la trappe. Après quoi, il était obligé d'aller tourner une obscure coproduction franco-yougoslave, quelque part en Croatie, ou je sais pas, oui, ici c'est au bord de l'Adriatique. On avait soi-disant mis à sa disposition un navire de guerre de la marine yougoslave, dont le capitaine était un type impossible, qui était toujours bourré de vodka, et qui refusait de faire appareiller son bateau le jour où on avait besoin d'aller tourner au large. Enfin, c'était indicible.
Bref, le film a été complètement raté, Flamme sur l'Adriatique. Ah ben voilà, c'est celui-là. Voilà, Oui. c'est ça. Et ça a été un échec dont Alexandre était conscient qu'il était mérité parce que le film ne valait rien. Et alors, vous connaissez les règles du cinéma, hein, après 2 échecs consécutifs, souvent il suffit d'un seul, c'est fini, vous êtes sur la liste noire des producteurs. Donc sa carrière a été interrompue. Sa carrière s'est arrêtée là. S'est arrêtée là. Alors, il a trouvé refuge à la télévision, hein, ce qui était la grande ressource à l'époque des cinéastes malchanceux ou qui ne perçaient pas, qui ne réussissaient pas. Lui, il avait quand même fait donc une demi-douzaine de longs métrages, obligé d'aller se réfugier à la télévision, où il a fait de tout. Hein. Il a fait des adaptations, des tournages en direct, du reportage, des représentations théâtrales en plein air, filmées, enfin des choses comme ça. Et ça marchait pas mal. Enfin, il gagnait bien sa vie, il regrettait le cinéma, mais au moins il travaillait beaucoup, hein, et ça rapportait. Et puis, sur ces entrefaites est arrivée une année funeste pour lui, l'année 81, année de campagne présidentielle, où tous les gens de cinéma, comme un seul homme, signent une liste de soutien à François Mitterrand, hein, la gauche avant tout. Et puis mon ami Alexandre, toujours contrariant et pas vraiment de gauche, encore que très ami avec Sartre, puisque après mai 68, il avait été vendre la cause du peuple avec Jean-Paul Sartre. Hein, Par amitié ou par conviction? Pas du tout par conviction politique, Oui. par vieille fidélité à Jean-Paul Sartre, ça. qui était une vieille connaissance de Saint-Germain-des-Prés. Ça allait plus loin que ça. Il a été le premier en France à écrire un article sur l'être et le néant. Il fallait le faire. Hein. Un pavé d'1 kilo, d'une lecture ardue. Il avait à peine 20 ans, je crois, à l'époque. Il a pris sa plus belle plume, il a fait je ne sais combien de pages sur l'être et le néant. Sartre a trouvé cet article qui était le premier. Il a écrit au jeune auteur d'à peine 20 ans. Et c'est comme ça que leur amitié avait commencé. Donc, il n'y avait absolument rien de politique. D'ailleurs, le Sartre de l'époque était aussi peu politique que possible, puisque tout ceci se passait en 42 ou 43. Hein. Sartre a beaucoup résisté après 45, oui, rétrospectivement. Mais, donc, Alexandre n'était pas du tout de gauche. Et à la demande de je ne sais plus trop qui, commet une imprudence fatale, il signe la liste de soutien à Giscard d'Estaing. Et ils étaient très peu hein, dans le cinéma, et dans la télévision encore moins. Sanction immédiate, tous les contrats ont été rayés. Hein, il y en avait 2 qui étaient en cours d'exécution qu'il a pu terminer. C'était 2 adaptations de Balzac qui sont parmi les plus belles choses qu'il ait faites. Une fille d'Ève et surtout Albert Savarus, qui pour moi est un film comme un film de cinéma. D'ailleurs, quand il tournait pour la télévision, il tournait comme pour le cinéma. Il y a 2 films auxquels il tenait beaucoup. L'un, c'est Évariste Galois, la vie du célèbre mathématicien, qui est un moyen métrage qui est fait pour la télé, mais comme du cinéma, avec des moyens de cinéma. Et l'autre, c'était, c'est Le Puits et le Pendule, d'après Edgar Poe, avec Maurice Ronet. Alors là, pour lui, c'est ce qu'il préférait, je crois, dans ce qu'il avait fait. Donc, c'est-à-dire qu'à la télévision, il travaillait comme au cinéma, il ne faisait pas tellement la différence, à une époque où la différence était beaucoup plus nette qu'aujourd'hui. Hein. Il y avait les produits pour l'un, les produits pour l'autre. Mais est-ce qu'il aurait pu, disons, faire, je ne sais pas faire la tournée des producteurs, mais est-ce qu'il n'y avait pas des producteurs avec qui il aurait pu, disons, mettre en route d'autres projets? Cher Alfred, vous connaissez mal les producteurs. Moi, j'ai passé 20 ans de ma vie dans ce milieu. Quand Alexandre a été rayé des listes de la télévision, c'était donc en 81, il est mort la semaine dernière. Entre ces 2 dates, il n'a plus rien fait, il n'a plus tourné un mètre de pellicule ou de rien du tout. L'interruption pendant le règne de la gauche a duré un certain temps.
Après, il était oublié. Les producteurs de cinéma disaient « Oh là là, oui, ce truc, c'est ce gars qui fait perdre de l'argent, là. » Donc, il n'y a pas de liste noire, mais ça revient au même. Hein. Les producteurs qui comptent en France, à l'époque, je crois que c'est toujours pareil, ils sont 15 ou 20 au grand maximum. Les producteurs indépendants, à l'époque encore? Oh, indépendants, ils sont tous dépendants des banquiers. Hein, ils ont besoin de pouvoir emprunter. Bon, tout ça, c'est un petit milieu très fermé qui tourne sur soi-même et que j'ai vu fonctionner de très près pendant 20 ans. Alors si, il y avait pour des petits budgets les producteurs qui faisaient le film avec l'avance sur recette. Hein, il s'agissait de décrocher une avance sur recette. Ceux-là, on les appelait les chasseurs de primes. Ce renouvellement, cette nouvelle vague, était nécessaire. Et quand, vers 1956, on a vu apparaître, justement, Alexandre Astruc a fait figure de précurseur de la nouvelle vague. C'est pour ça que Truffaut l'avait salué avec enthousiasme à propos des mauvaises rencontres et d'une vie aussi, je crois.